De partout où vous nous suivez, soyez le bienvenu dans votre nouveau programme de Deadline. La semaine passée, nous avons reçu pour vous Maître Placide Mabaka, avec qui il nous a parlé de l'état de droit et de ses implications, et pourquoi nous étions tous concernés par rapport à la mise en œuvre de l'état de droit. Ce soir, nous allons encore parler de la République, surtout les activités qui touchent le chef de l'État, la République démocratique du Congo. Et sans plus tarder, je vais saluer notre participant de ce soir, le professeur Mwemaya Mayamba Kasongo. Bonsoir, professeur Kasongo. Bonsoir. Nous sommes très heureux de vous retrouver sur notre plateau. C'est vrai que ce n'est pas facile de vous avoir vu vos multiples casquettes. Je suis à vos dispositions. Comment va le chef de l'État? Je pense que tout le monde le voit. Il est en pleine activité. Vous l'avez vu dernièrement sillonner les points où s'érigent les travaux d'intérêt général. Ma foi, je pense que ça va. Le chef de l'État va bien. Il y a toujours une polémique qui entoure la fonction de porte-parole. Le porte-parole ne le sent pas. Il y a un des téléspectateurs de nos programmes qui me dit « Safrien, tu vas recevoir le porte-parole. Lorsque tu vas le recevoir, pose-lui. Mais pourquoi on ne l'entend pas? Pourquoi les gens disent qu'on ne vous entend pas? Qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on puisse vous entendre, professeur Kasongo? » Mais ce que je suis en train de faire. C'est ce que je suis en train de faire. Il pensait que vous alliez faire des sorties intempestives à l'écran, parler pour le compte du président. Ce n'est pas ça. Je pense que dans la dernière émission qu'on a faite ensemble, j'expliquais en quoi consiste le travail du porte-parole. Bon, peut-être que les gens étaient habitués à avoir des porte-paroles qui portaient plus que la parole qu'ils devaient porter. Le porte-parole, c'est un collaborateur du président de la République ou de celui dont il porte la parole, mais il ne porte pas sa parole à lui, il porte la parole de celui dont il est le porte-parole. Donc, que les gens s'attendent à ce qu'à chaque élément, il suffit qu'un opposant, par exemple, s'en prenne au chef de l'État pour qu'ils attendent que le porte-parole vienne pour le contrer. Mais si c'est un homme politique qui s'en prend au chef de l'État, mais dans les partis du chef de l'État, il y a des équivalents qui peuvent le contrer. Ce n'est pas nécessairement le porte-parole, ce n'est pas ça son rôle. Son rôle, c'est d'expliquer ce que fait le chef de l'État, quelle est sa vision. Est-ce que cette vision est conduite comme il convient? Notre rôle, c'est de promouvoir les idées, les actions du président de la République. Et enfin, de défendre lorsque cette vision, lorsque cette mission, lorsque ces actions ne sont pas bien comprises et sont objet d'attaque. Là, oui. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un qui est mécontent a fait une tribune dans un journal qu'automatiquement, le porte-parole du président doit se précipiter pour... Non. Il faudrait que les gens comprennent. Donc vous ne faites que porter la parole du chef de l'État. Mais c'est ça. Ce qu'il a dit, vous l'explicitez. Exactement. Kasongo Mwemba, nous avons constaté ces derniers temps, cette semaine, le président a porté sa casquette, basket au pied, il a chaussé ses baskets, tenue décontractée, il va à la rencontre des différents travaux. Est-ce que le président démontre un signe d'indignation sur la manière dont est fait ou réalisé les travaux des 100 jours sur terrain? Écoutez, incontestablement, si le président va sur le terrain, c'est que quelque part, il y a certaines inquiétudes de sa part. Je pense qu'il a, il a un contrat avec ceux qui l'ont élu. Quand il leur fait une promesse, il a en tête de pouvoir réaliser ce qu'il promet. Alors, lorsque l'on vous dit, oui, les travaux de saut de mouton, nous allons les terminer à telle date, vous allez les inaugurer à telle date, les gens pourront les utiliser, passer dessus à telle date, et que ces dates-là ne sont pas respectées. La première des choses que l'on fait, c'est quand même de s'enquérir pour comprendre quelles sont les raisons qui ont fait que les travaux n'aient pas respecté le calendrier prévu. Et ces raisons peuvent être d'ordre technique, d'ordre physiologique, c'est des raisons de différents ordres. Mais la question, c'est de pouvoir communiquer, dire voilà, si à la date d'aujourd'hui, nous n'avons pas atteint le seuil que nous nous étions fixés, voici quelles sont les raisons.
Et je pense que les Guinois comprennent. Ils prennent leur mal en patience puisque le chef de l'État le leur avait demandé. Mais manifestement, il n'y a pas eu une bonne communication autour de tout ce qui se fait, pas seulement à Kinshasa, mais également à l'intérieur du pays, pour que les gens puissent s'impatienter, puissent s'inquiéter. Et donc, c'est face à cette inquiétude-là que pour la deuxième fois, parce que ce n'est pas la première fois, qu'il descend, notamment sur les travaux des sauts de moutons, pour aller se rendre compte de l'état d'avancement des travaux. Manifestement, il y a eu inquiétude, manifestement, il y a eu un problème de communication là-dessus. S'il y a problème de communication, lorsque le président a nommé un coordonnateur de ses travaux qui est son directeur de cabinet, lorsqu'il siège au sein des conseils de ministres auxquels il y a les comptes rendus sur les volets 100 jours, vous ne voyez pas quelque part, il y a eu un peu une faiblesse dans la manière dont se déroulent les exécutions des 100 jours, surtout dans les volets infrastructure. Ce n'est pas un aveu d'impuissance. Aveu d'impuissance, je ne pense pas. Reconnaître que quelque part les choses n'ont pas fonctionné, ce n'est pas une faiblesse. On reconnaît qu'effectivement nous étions partis sur de bonnes bases, nous étions partis sur un bon rythme, mais pour des raisons et d'autres, nous n'avons pas pu respecter le rythme d'avancement des travaux. Lorsque les enquêtes qui ont été diligentées par les différents procureurs qui ont été saisis à la demande du Conseil des ministres, à la demande du gouvernement, mais nous allons comprendre, parce que nous allons apprendre beaucoup de choses que nous ignorons aujourd'hui. Ce n'est pas normal que ceux qui ont conçu les travaux, ceux qui ont mesuré la factibilité de ces travaux, ne soient pas en mesure de respecter les délais qu'eux-mêmes ont proposés. Maintenant, il aurait fallu effectivement que, de façon tout à fait amicale, qu'on nous dise, au fur et à mesure que les travaux avancent, voici ce qui nous a perturbés. Mais là, c'est contraint qu'ils vont devoir maintenant donner des explications pour dire à la justice, pour dire aux procureurs, pour dire aux enquêteurs, si nous n'avons pas avancé, c'était à cause de ça. Alors qu'ils auraient pu, de manière tout à fait, comment dirais-je, consensuelle, pour dire non, nous n'avançons pas suffisamment à cause de ça. Donc, moi, quand je parle de communication, c'est cette communication-là qui n'a pas fonctionné. On va brandir certainement des jumelles sur la communication du président, ça n'a rien à voir. L'OVD peut communiquer sur l'avancement des travaux, l'Office des routes peut communiquer sur l'avancement des travaux. Par exemple, quand on prend le taux d'exécution, oui, il y a le ministre Sélé, la Finance, qui avance ses chiffres. Il y a le directeur du cabinet du chef de l'État qui a avancé ses chiffres. Vous avez l'ODEP qui a aussi avancé les siens. Et vous venez d'avoir là le ministre du Budget qui a avancé ses chiffres. Déjà, cette tergiversation, l'opinion pense que l'entourage du chef de l'État voudrait écorcher à l'image du président de la République. Qu'est-ce que lui-même en pense? Bon, le président de la République, quand il confie des charges à des collaborateurs, il leur fait confiance. Et donc, si jamais il y a, comment dirais-je, des choses qui ne fonctionnent pas, c'est à ces personnes à qui on a confié la responsabilité d'expliquer au chef de l'État pour dire voici pourquoi les choses n'avancent pas. Bon, il faut penser qu'à l'étape où nous sommes arrivés, il y avait certainement quelque part soit rétention de l'information, soit une mauvaise appréciation de l'avancement des travaux. Bon, maintenant, les enquêtes vont nous dire s'il y avait mauvaise évaluation, pourquoi y a-t-il eu cette mauvaise évaluation? S'il y a eu des fautes individuelles, c'est l'enquête qui va nous le démontrer, et derrière, le président prendra en âme et conscience les décisions qui s'imposent. Mais des fois, ce ne sera même pas au président de décider, puisque si la justice arrive à prouver qu'il y a des gens qui, au lieu de laisser l'argent là où il devait être pour pouvoir terminer à temps les travaux, mais la justice n'aura qu'à faire son travail. Ce n'est pas parce que le peuple a haussé d'un temps que le chef de l'État maintenant s'implique, que l'on puisse inspecter. Par exemple, il y a eu des cas, par exemple, d'un certain détournement, on a l'affaire 15 millions, 200 millions, où on n'a pas intimé ou bien demandé, sollicité le PGR à réagir. Mais là, pour les 100 jours, on voit le chef de l'État être d'accord. Lui qui avait dit qu'on ne va pas fuiner. Mais écoutez,
là, on ne fouine pas, parce que le verbe fouiner a quand même une bonne signification. Aller véritablement chercher les petits détails parce qu'il faut nécessairement faire parler d'eux. Ce n'est pas ça. L'habitude du président de la République, c'est plutôt de faire confiance aux gens. Mais naturellement, lorsqu'on vous fait confiance, j'avais dans le temps un chef avec qui je travaillais, il disait souvent « la confiance n'exclut pas le contrôle ». Bon, je me dis personnellement, mais ça, naturellement, les gens doivent comprendre que lorsque le chef n'intervient pas tout de suite, ce n'est pas parce qu'il a la faiblesse de ne pas intervenir. C'est parce qu'il voudrait mettre chaque responsable devant ses responsabilités. Même ses partenaires. Excusez-moi, même ses partenaires. S'ils sont partenaires, c'est pour faire des choses ensemble. Le président a toujours dit que vous avez, dans les différents camps qui se sont coalisés pour conduire la politique du pays, pour diriger, pour gérer ce pays, vous avez des gens qui ne marchent pas au même rythme que celui que le président aurait bien voulu imprimer. Cela, vous l'avez dans les deux camps, et le président de la République ne s'en est jamais caché, il l'a toujours dit. Mais il préfère la pédagogie. Telle personne va finir par comprendre que nous sommes dans le même bateau, nous sommes engagés dans la même direction. Si vous jouez dans une équipe de football et que c'est vous, l'avant-centre, qui commencez à mettre des buts dans votre propre camp, à un moment donné, on va vous dire, écoutez, je crois que ça suffit, soit il faut quitter le terrain, on vous remplace. En tout cas, la prochaine fois, ce n'est pas vous qu'on mettra comme avant-centre, puisque au lieu de tirer dans le but de l'adversaire, vous tirez dans nos propres buts. Donc, il y a un certain nombre... Fouet et carotte. Pardon ? Fouet et carotte. Mais le monde a toujours fonctionné comme ça. On récompense ceux qui se comportent très bien et on sanctionne. Et attention, la sanction peut être positive, elle peut être négative. Si vous nous prenez de cours, nous recevons pour vous dans votre programme Deadline le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kasongo Mwemba Yamba Yamba, avec qui nous sommes en train d'échanger sur l'actualité du chef de l'État. Il y a un point qui nous a vraiment beaucoup intéressé, la visite du chef de l'État à l'UNIKIN, à l'Université de Kinshasa. C'est vrai que l'opinion pense qu'il a laissé germer jusqu'à faire chasser les étudiants. Il vient en bon père de famille les réconforter pour se faire pardonner. Les réconforter pour se faire pardonner quoi? Parce qu'il a laissé les étudiants à leur propre triste sort. Il y a des gestionnaires. Et il y a encore l'impôt sur les salaires, l'IPR, sur les professeurs, qui va encore faire jaser à très bientôt. Ne mélangeons pas toutes les choses. Nous y allons. Le président de la République n'est pas recteur de l'université. Et encore moins ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Donc, il y a une première responsabilité qu'il faut établir au niveau de la gestion de nos sites universitaires. Lorsque, au détour d'une situation malheureuse, puisqu'il y a eu mort d'homme, on se rend compte que les jeunes gens que nous envoyons dans les universités vivent dans des conditions infrahumaines. Mais la décision, je crois, la plus décente, c'était de dire stop. Il n'est pas encore tard, l'année n'est pas encore aux 3/4. Voyons si nous pouvons rapidement améliorer les conditions de vie, les conditions d'existence des étudiants dans nos structures universitaires. On s'est pour l'instant arrêté à Kinshasa, mais j'imagine que ça pourra aller dans d'autres structures. Le président ayant promis, s'étant engagé à donner une certaine décence aux lieux qui reçoivent, qui accueillent les étudiants, c'est-à-dire les futurs cadres de notre pays, il était de son devoir d'aller s'enquérir de la marche des travaux. Surtout, on dit généralement, chat échaudé craint l'eau froide. Il a vu ce qui s'est passé avec les sauts de moutons. Il en profite pour dire, ok, j'espère que là au moins, vous avancez au rythme qui est convenu pour qu'on ne perturbe pas outre mesure. Parce que déjà, le fait d'avoir fermé, le fait d'avoir suspendu, forcément ça va, mais c'est encore jouable. Je suis moi-même professeur d'université, je sais comment on peut rattraper le temps. Mais moi, il faudrait quand même que le Congolais
commence à... Mais enfin, ce que je veux dire, c'est que c'est au moins la preuve que nous sommes dans une démocratie. Les gens ne sont pas contents, ils le font savoir et les responsables interviennent. Et vous faites tout pour qu'ils ne soient pas contents avec l'IPR encore sur les professeurs. À très bientôt, ça va faire jaser. Vous êtes aussi professeur. Mais on vous retranche 30% sur votre prime qui déjà n'est pas significatif. Cet impôt ou cette taxe que l'on veut mettre en pratique, j'imagine que... Qu'on pratique déjà. Les différentes parties se sont entendues. Aujourd'hui, on entend dire... Le syndicat, ce n'est pas l'ensemble des enseignants, par exemple. Oui, mais ils représentent les enseignants. C'est eux qui négocient au nom des enseignants. Lorsque on vous dit 30%, c'est trop, 15%, c'est trop. Mais c'est aux deux parties de négocier. Parce que quand on met en place un impôt, une taxe, j'imagine que c'est pour faire rentrer de l'argent dans les caisses de l'État. Déjà, on avait un problème de taux par lesquels on payait. Et dans ce taux-là, qui n'est pas fameux, vous retranchez les 30%. Vous ne voyez pas que vous provoquez la colère des enseignants. Mais il y a des négociations en permanence entre ceux qui gèrent les structures universitaires et les syndicats. Ce sont des négociations. Le président a reçu récemment les représentants des étudiants, il y a 1 ou 2 mois. Il les a reçus. Il a posé la question, il dit, mais ce que vous déplorez aujourd'hui, vous l'aviez négocié, pied à pied, avec les structures universitaires. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez été mal informé? Est-ce qu'on vous a dupé? Donc, il faudrait que les gens commencent à prendre les responsabilités à leur propre niveau. Pour un problème qui se passe à l'UNIKIN, on regarde le chef de l'État. Pour un problème qui se passe à Yangambi, on regarde le chef de l'État. Non, il y a des gestionnaires de ces structures universitaires. Il y a des ministres provinciaux d'abord et nationaux qui sont chargés de ces secteurs. Avant de regarder le chef de l'État, qu'on regarde d'abord ceux qui ont la charge immédiate. Il faut que dans ce pays, nous puissions apprendre à observer les choses, à les vivre de cette manière-là. Pour un moindre problème, le président de la République. Mais ceux qui sont là en train de gérer... Le peuple d'abord. Oui, mais naturellement. C'est lui qui l'a dit, donc on retourne voir celui qui a dit le peuple d'abord. Mais il a dit le peuple d'abord, il a instruit des personnes qui gèrent. Donc ce sont ces personnes-là qui doivent d'abord répondre. Et avant même que ces personnes ne répondent, on se tourne vers le président de la République. D'accord, il est de bonne foi, il vient, il dit « Ok, on va essayer de trouver une solution ». Il bouscule peut-être un petit peu ses collaborateurs pour dire « Trouvez-nous rapidement une solution ». Mais ce n'est pas la responsabilité du chef de l'État. En premier, il y a des gestionnaires. Et un gestionnaire, il répond de sa gestion. C'est pour ça qu'il y a des inspecteurs. Monsieur Kassongo Mwemba Yamba Yamba, nous sommes en train de continuer sur tout ce volet-là. On va le refaire, mais on prend aussi la gratuité. Nous avons suivi sur Top Congo FM Jolino Makelele, ministre de la Communication, dire de sa propre bouche que si, par exemple, les sauts de moutons ont traîné, c'est parce que sur décision ou avis du chef de l'État, une part de l'argent réservé aux sauts de moutons ont été destinés à l'exécution de la gratuité. Maintenant, on en est où avec la mécanisation des nouvelles unités? On en est où avec les infrastructures qui devaient accompagner la concrétisation des 100 jours? Pour l'instant, les 100 jours, il n'y a pas que les sauts de moutons, il n'y a pas que la réfection des routes. C'est un programme dit d'urgence que le président de la République avait jugé nécessaire pour montrer, parce que rappelez-vous bien qu'on a mis 7 mois pour avoir un gouvernement. Donc, en attendant que les partis politiques se mettent ensemble et se décident pour former le gouvernement, il fallait bien faire un certain nombre de choses. Et aujourd'hui, nous voyons quand même le produit de ce travail. Récemment, le directeur de cabinet a visité les maisons préfabriquées qu'on a construites pour les militaires, les familles des militaires. On continue. Donc il y a des choses qui se font et qui sont profitables et bénéfiques pour ceux qui les utilisent. Mais évidemment, on a toujours tendance à voir les trains qui arrivent en retard qu'à voir les trains qui arrivent à l'heure. Donc moi je pense que
les audits qui vont être lancés ou qui sont déjà lancés vont nous éclairer. Vous savez, le président de la République a certes impulsé un certain nombre de changements et un certain nombre de réformes. Certaines sont en cours. Mais tous ceux qui concourent à la matérialisation de ces programmes et de ces réformes ne sont pas toujours de bonne foi. Nous avons vu qu'il y a eu des grèves, notamment dans les écoles primaires, par rapport à cette mesure de gratuité. Mais il fallait bien commencer quelque part. La Constitution nous exige de faire fonctionner la gratuité, notamment au cycle primaire pour l'instant. Mais si à chaque fois on doit reculer la décision, elle interviendra quand? Donc il fallait prendre le taureau par les cornes et mettre en place la gratuité. Naturellement, cette mesure qui a soulagé beaucoup de parents, mais a aussi des inconvénients. C'est notamment le fait que les chiffres sont du ministère de l'enseignement primaire et secondaire, près de 4 millions d'enfants ont rejoint les bancs de l'école. Donc vous imaginez, avec 4 millions d'enfants qui étaient exclus du circuit scolaire. Bon, il est vrai, vous allez nous dire, maintenant ces enfants viennent, ils vont grossir les rangs. Oui, il y aura infrastructure, enseignants, écoutez, qualité de l'enseignement, système éducatif national. Oui, je voudrais quand même en appeler à la conscience des parents. Hein, et véritablement essayer de comprendre et de nous mettre à leur place. Qu'est-ce qu'ils préfèrent? Avoir 4 millions d'enfants qui sont exclus du circuit ou avoir des classes qui ne répondent pas aux normes mais qui reçoivent quand même ces enfants-là? N'oublions pas que le président Tshisekedi n'est au pouvoir que depuis 1 an. Cette situation que nous déplorons, cette situation d'enfants qui sont hors scolarité, cette situation qui fait qu'aujourd'hui, avec la gratuité, il y a un afflux. Mais c'est une situation qui a été gérée pendant des années dans ce pays. Voilà encore la preuve que la démocratie fonctionne réellement. Puisqu'on peut se plaindre, on peut constater et le dire publiquement sans être poursuivi. Donc, moi je dis aujourd'hui, on ne fait pas d'omelette sans casser des œufs. C'est vrai, nous allons essayer de gérer, le président ainsi que le gouvernement ont pris les choses en main pour gérer le surplus. Il y a des structures d'enseignement qui sont en train d'être construites en ce moment où nous parlons. Il y en a qui sont en train d'être réhabilitées. Mais il fallait commencer quelque part, et puisque c'était une promesse qu'il avait faite à son électorat, le président de la République a dit « on y va ». Mais on y va en sachant très bien qu'il va y avoir un certain nombre d'inconvénients qu'il va falloir gérer, et c'est ce que les parents, les éducateurs, le gouvernement sont en train d'essayer de gérer au mieux des intérêts de nos enfants. Si vous venez de prendre ce programme de cours, nous recevons pour vous le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kassomo Mwemba Yamba, avec qui nous sommes en train d'échanger sur l'actualité du chef de l'État. L'envoyé spécial des États-Unis dans la région, ou pour la région de Grand Lac, Peter Phan, a rendu visite au chef de l'État. Certaines personnes dans l'opinion pensent qu'il est temps de redemander des têtes. Il y a ceux qui nous ont promis dans une année, il y a certaines personnalités que nous ne reverrons plus. Est-ce que ce n'est pas de la pression sur le chef de l'État? Vous savez, c'est de bonne guerre. En politique, c'est le rapport des forces. C'est le rapport des forces. Vous venez me voir parce que vous savez que j'ai une spécialité, j'ai réussi dans mon pays et vous pensez que je peux vous aider. Très bien. Je viens vous aider, mais je viens vous aider avec les frais avec l'argent des contribuables de mon pays. Je viens vous aider, et généralement, c'est à telles conditions. Maintenant, ces conditions sont-elles acceptables telles qu'elles sont, ou peut-on négocier? Parce que vous n'êtes pas seul, nous sommes en partenariat. Nous avons sollicité, c'est vrai, parce que vous avez une expertise reconnue, mais attendez, nous ne sommes pas non plus des moutons de Panurge que vous conduisez comme vous voulez. Donc, ce sont des rapports de force. Et si les rapports de force est favorable à celui qui vient vous aider, il y a de fortes chances, effectivement, qu'il arrive à vous imposer un certain nombre de choses. Mais ce qu'il faut comprendre,
et je voudrais vraiment insister là-dessus, quel est l'intérêt du peuple? La paix, la quiétude. De laisser quelqu'un donner l'impression que véritablement, il vous accompagne, mais de temps en temps, en vous égratignant. Mais si le résultat est là, le président lui-même. Donc vous êtes prêt à livrer des têtes? Ben, livrer des têtes à qui? On va les livrer où le président... La CPI, par exemple. Non, on va livrer des têtes à ceux qui relèvent de la justice. Si véritablement ils relèvent de la justice par rapport à ce qu'ils ont fait. Mais ça, ce n'est pas à quelqu'un de l'extérieur à venir le dire au chef de l'État, faites. Le chef de l'État va discuter avec eux pour dire, bon, effectivement, ceci, vous le considérez. Regardez comment il a défendu ceux des Congolais qui n'avaient pas commis, comment dirais-je, les méfaits qu'on leur faisait porter. Il y a des compatriotes qui ont été blanchis par la Cour pénale internationale. Il y a des compatriotes. Il y a d'autres sanctionnés par l'Union européenne, par exemple. Mais le problème que nous avons, il faudrait que nous comprenions une chose. Le rôle du chef de l'État, ce n'est pas de livrer ses compatriotes à la merci de l'extérieur. Si véritablement, et le chef de l'État l'a toujours dit, si véritablement ces compatriotes sont redevables pour ce qu'ils ont fait des tribunaux de ce genre, le président de la République laisserait les choses aller dans le sens. Mais est-ce que tout le monde relève de ce genre de sanctions? Apparemment non, puisqu'il y en a qui ont été blanchis et qui ont même remercié le président de la République. Je pense notamment ici à l'ancien porte-parole du gouvernement congolais, Lambert Mende, qui l'a dit. La ministre, le premier ministre belge, la dame qui est venue, c'était même presque les mêmes exigences, droits de l'homme, ainsi de suite. Ce n'est pas forcer la main du chef de l'État en tenant compte qu'il a des partenaires, il doit respecter certains accords. Mais attendez, depuis que le monde est monde, celui qui se croit fort essaye d'imposer à celui qu'il croit être faible. Lorsque, en français, on dit « la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit », le pays est arrivé à un niveau tel que pratiquement, tous les secteurs sont des secteurs où il faut refaire les choses, où il faut recommencer. Mais vous allez recommencer avec quels moyens? On a beaucoup de problèmes, mais on a très peu de moyens. Et les peu de moyens dont on dispose, il y a des priorités que l'on ne peut pas négocier. Donc, il faut savoir, je crois que c'est ça à faire la politique, de se dire, ici je recule pour permettre que ce secteur avance. On fait des arbitrages. Le président de la République fait des arbitrages. Il discute avec le gouvernement, il discute avec les partenaires. Et là où il sent qu'effectivement, ça peut permettre à un secteur d'avancer, il dit « Ok, nous allons avancer ». Mais il ne faudrait pas qu'on le prenne comme étant une faiblesse chronique. Non. Je crois que ceux qui le pensaient en matière de justice, ils ont lu les ordonnances qui ont nommé de nouveaux magistrats. Moi, je dis, faites confiance, laissez les choses aller sous votre regard vigilant. Et ça, le président de la République, il compte sur ça, pour que partout où on engage l'État, qu'il y ait le regard du citoyen, qu'il dise, non, ici, le président avait dit ceci, vous êtes en train de faire le contraire. Et vous remontez ces informations jusqu'à ce que ça lui arrive, jusqu'à ce que ça lui parvienne. Mais il n'y a pas que le président dans ce pays. Je le répète. C'est lui le garant des institutions. Oui, oui, mais il n'y a pas que lui. N'attendez pas que le président aille curer les caniveaux à Calamou, quand même. N'attendez pas que le président aille superviser... Mais oui, n'attendez pas que le président aille superviser les matchs des Léopards. Même si ça lui fait plaisir d'être dans les stades et d'acclamer lorsque son équipe est en train de porter le Congo dans des hauteurs qui conviennent. C'est lui qui donne l'impulsion. Mais bien sûr, mais donner l'impulsion, ça ne veut pas dire gérer. Ce n'est pas le président qui va aller sélectionner tel joueur à la place d'un tel autre. Même si, effectivement, si on lui demande son avis, il peut donner son avis. Lorsque c'est véritablement dans quelque chose qu'il connaît. Il est ouvert, le président de la République est prêt. Mais regardez ce qui s'est passé ici. Nous avons, en une seule soirée, je crois que c'est à Charques,
nous avons eu 2 champions. Une championne d'Afrique. Là, avec Ilunga Makabu. Une championne d'Afrique et un champion du monde. Le président de la République est sportif. Hein. Oui, mais ça signifie qu'il a permis à ceux qui encadrent... Il était très content d'avoir la ceinture de champion du monde. Hein. Oui, mais il a permis à ceux qui encadrent cette jeunesse-là de la faire éclore. C'est ça le rôle du chef de l'État. Même si on ne sent pas son implication dans un budget amélioré par rapport au domaine du sport, on le voit par rapport aux chiffres dans le budget de l'État. Oui, mais ça viendra... Attendez, mais vous ne pouvez distribuer que l'argent que vous possédez. Vous ne pouvez pas distribuer de l'argent que vous ne possédez pas. C'est pour ça que le président de la République a, et cette année 2020, ça va certainement se mettre en place, initié la numérisation de la chaîne des recettes et des dépenses. Vous ne pouvez dépenser que si vous avez encaissé. Et donc, améliorons la chaîne des recettes pour pouvoir disposer de suffisamment de moyens et faire la politique que nous voulons mettre en place. C'est ça que le président de la République n'arrête de dire. Quand il parle de ces projets de réforme, les gens peut-être ne le comprennent pas encore, parce qu'effectivement, on souffre trop, on a faim, mais c'est pour ça qu'il initie ces réformes. Les réformes ont toujours été difficiles à avaler, parce que quelque part, on va serrer la ceinture. Mais, à la longue, l'objectif, c'est quoi? C'est d'améliorer les recettes pour pouvoir les mettre à disposition et construire le pays, construire les infrastructures, construire les hôpitaux. C'est vrai, en 100 jours, ou un peu plus, il a essayé d'améliorer certaines infrastructures, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Kinshasa, Lubumbashi, ce n'est pas le Congo. Professeur, nous avons senti une certaine accalmie à l'est de la RDC. Beni, il n'y avait plus de tueries. On a compté à peu près plus d'une dizaine de jours, une vingtaine de jours, et ça reprend de plus belle. Qu'est-ce qui se passe? Le président a perdu la main? Perdre la main sur qui? Sur l'armée? Puisque c'est pas. l'armée qui est en premier. Pas c'est lui qui dirige. C'est l'armée qui est en première ligne. Et je pense que tous nous avons salué les prouesses de l'armée. Bon. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Vous n'avez pas en face de vous une armée rangée pour faire une bataille conventionnelle. Aujourd'hui, ces personnes ou ces insurgés, ces personnes qui se sont mises en tête de venir semer le trouble dans cette partie de notre pays, quand ils ont vu la puissance de feu des forces armées congolaises, je crois qu'ils ne soupçonnaient pas que les forces armées étaient en mesure de faire ce qu'ils ont réalisé. Qu'est-ce qu'ils font maintenant? Ils font une sorte de guérilla urbaine. Ils s'infiltrent quelque part, ils tuent quelques personnes. En fait, c'est pour terroriser. Et je crois que le terme de terroriste n'est pas exagéré. Mais les dispositions pratiques pour éviter ce terrorisme-là, Oui. comment l'impliquer plus le président? En fait, l'idéal, hein, ce serait qu'il y ait un militaire ou un policier derrière chaque case. Oui, mais vous savez très bien que c'est impossible. C'est impossible. Mais on peut au moins se réjouir d'une chose, c'est qu'il y a de la riposte désormais. Il y a de la riposte. C'est vrai qu'entre-temps, eux, ils se seront faufilés quelque part, ils auront tué des Congolais, mais il y a une riposte qui se fait régulièrement. Maintenant, l'armée, son porte-parole, le général Kassonga, avait félicité notamment la population de Beni, parce que les populations de Beni se sont investies à donner des informations aux responsables militaires. Ce qui expliquait d'ailleurs en partie les exploits de nos forces armées. Mais ce n'est pas suffisant, apparemment. Ce n'est pas suffisant, mais je peux vous garantir une chose, c'est que le commandant suprême des forces armées est totalement engagé, totalement investi dans cette lutte. Et il l'avait déjà dit, je ne dors pas et je ne dormirai pas tant que la paix ne reviendra pas dans cette partie du pays. Et pour réparer les préjudices des familles, des sinistrés suite à la guerre, le président avait promis même de créer un tribunal spécial contre tous ceux qui ont commis des exactions. Nous en sommes où? Parce que le président est fort dans les promesses. Bon, le président est fort dans les promesses, mais je vous dis aussi qu'il y a des promesses qu'il réalise, mais généralement on ne les voit pas. Peut-être parce qu'on ne les médiatise pas suffisamment. Mais lorsque le président dit « nous allons engager »,
vous allez constituer un tribunal. Qui c'est qui constitueront ce tribunal? Le président n'est pas juriste. Il n'est pas magistrat. Même s'il est le magistrat suprême. Oui, il est le magistrat suprême. C'est une, comment dirais-je, c'est une expression honorifique pour montrer que c'est lui qui est effectivement le garant de la nation, qui est le garant de l'unité nationale. Mais il y a des magistrats avec qui ces services doivent travailler. Là, on a constaté les grèves. Mais la grève est une expression démocratique. Lorsqu'on constate que quelque part, vous avez parlé des enseignants, ils se mettent en grève, mais quand il y a une grève, à un moment donné, il y a des négociations entre le gouvernement, encore une fois, je précise, entre le gouvernement et les amis ou les frères et sœurs qui sont en grève. Donc, je voudrais encore une fois demander que c'est vrai, quand certaines choses traînent en longueur, on se lasse vite, on voudrait voir les résultats tout de suite. Et je dis que et surtout année d'action 2020. Mais nous ne sommes qu'au début. Nous ne sommes qu'au début. Et les actions sont en cours. Je vous en ai cité quelques-unes. Les actions sont en cours. Mais je voudrais que, quand même, les Congolais qui sont restés pendant je ne sais pas combien d'années, sans lever le petit doigt pour protester quand on les spoliait, pour protester quand on marchait sur leurs droits. Moi, je suis heureux qu'aujourd'hui, ils peuvent pousser des cris pour signaler que non, il y a ceci qui a été promis. Nous n'avons pas l'impression que ça va dans le même sens. Mais, et c'est bien, ils ont vu qu'en face, il y a quelqu'un qui est réactif. Lorsqu'il est informé qu'il y a telle situation, il réagit. Vous l'avez déjà vu, les exemples sont nombreux. Et les tout derniers, c'est vous-même qui m'y avez invité à parler là-dessus. Le campus, les sauts de moutons, etc. Mais c'est comme ça pour la plupart des choses. Ce n'est pas parce que le président ne parle pas beaucoup qu'il n'agit pas. Mais il y a certaines choses sur lesquelles on ne doit pas communiquer tant qu'on n'a pas abouti ou on n'a pas fait aboutir le processus. Nous avons des situations de justice. On ne peut pas tout le temps communiquer là-dessus. Vous avez les actions militaires, les actions de renseignement. On ne peut pas communiquer là-dessus. Mais ce n'est pas parce que personne ne s'agite à la tête de l'État qu'on ne fait rien. Non. Moi, je peux vous garantir une chose, c'est que véritablement, le président est en action. Et comme il l'a dit lui-même, 2020, c'est l'année de l'action. Vous allez certainement pouvoir le juger au pied de l'ouvrage. Professeur, nous prenons déjà la dernière ligne droite de nos échanges. Nous parlons d'action. Quelles sont les actions prévues pour cette année 2020 par les chefs de l'État? Il s'annonce déjà difficile pour lui. Bon, difficile, ça a toujours été le cas. Je ne vois pas quelles sont les situations les plus faciles qu'en tant que dirigeant, depuis qu'il est à la tête du pays, depuis 1 an maintenant, ça a été facile pour lui. Je ne vois pas. Le président de la République a prévu un certain nombre d'actions. Je vous ai parlé ici de la numérisation des chaînes de recettes et de dépenses. La dernière fois, nous avons évoqué ensemble la couverture santé universelle. Il y a une session qui s'achève d'ailleurs aujourd'hui. Vous avez vu, il y a même des gouverneurs qui sont venus pour qu'on mette bien les choses en place afin que ça démarre et que ça démarre partout, qu'il n'y ait pas de coin de la République. Par exemple, couverture santé universelle, quand vous avez à Mamaemo, par exemple, des nouveau-nés ou des prématurés qui meurent parce qu'il manque de l'électricité, est-ce que le président a des informations pareilles? Par exemple, il y a quelques jours, oui, il y a eu des enfants prématurés qui sont décédés parce qu'il y a eu coupure d'électricité à Mamaemo. Et j'imagine que vous avez également suivi ce qui s'est passé après. Je ne sais pas si le président a fait... Je vous donne l'information. Ce n'est pas le président qui l'a fait, mais c'est Madame Caméré Chatour. Mais qui n'est pas du gouvernement, c'est une initiative privée. Qui a donné un groupe électrogène. Ça, c'est au nom de sa fondation. KVA. Oui, mais attendez. Mais ce n'est pas dans le compte du gouvernement, ni de la présidence de la République. Mais mon cher ami... C'est comme vous aussi, vous pouviez donner aussi, professeur. Mais je ne refuse pas. Mais attendez, vous pensez qu'aux États-Unis, en France, en Belgique, tout provient du gouvernement. Vous pensez qu'il n'y a pas
d'institutions caritatives. On pensait une réaction, par exemple, du gouvernement. Voilà, nous tapons du poing, voici ce qu'on va faire à Mamaemo. Et là, maintenant, on voit que c'est la femme du directeur du cabinet. Taper du poing sur la table ne suffit pas à taper du poing sur la table. Quel est le projet de couverture maladie? C'est ce sur quoi on est en train de travailler. On est en train de le mettre en place. Mais ça prendra combien de temps quand il y a des problèmes? Vous allez me prendre l'exemple de Mamaemo, oui. Après vous allez me prendre l'exemple de Kingasani, et puis après l'exemple de Malemba Nkulu. Forcément, quand vous prenez ces exemples-là... Ce sont les électeurs qui ont voté le chef de l'État. Oui, mais quand vous prenez ces exemples-là, ça montre effectivement qu'il y a des carences, et même de très graves carences. Mais le président de la République a le mérite de vouloir répondre à ces carences. Ces carences-là, ce n'est pas lui qui est à la base. Ces carences-là, ça remonte à Mais il emporte les poids par la fonction. Bien entendu. C'est pour ça qu'il est en train de mettre en place ce plan de couverture santé universelle. Vous voulez peut-être que ça porte déjà les fruits demain, c'est ça? Non. Même des réactions rapides, on pensait que la présidence ou le gouvernement allait apporter, par exemple, un groupe électrogène, mais là, on se félicite que ce soit l'épouse du directeur du cabinet du chef de l'État. Quel est le résultat? Là, on peut dire que le gouvernement et la présidence est incapable. Quel est le résultat? Non, regardons les résultats. On ne peut pas compter sur les initiatives privées. Et puis, oui, mais pourquoi on doit exclure... Et puis, c'est l'hôpital de référence de l'État. Pourquoi est-ce qu'on doit exclure les initiatives privées? C'est interdit de recourir aux initiatives privées. Je vous ai parlé, j'ai vécu en France pendant des années. Vous avez des secteurs, effectivement, où il y a des initiatives privées qui viennent combler la présence de l'État. Mais on ne faut pas comparer les choses comparables. La France, c'est une vieille démocratie, c'est une puissance. Aujourd'hui, quelle est la situation économique que le président Félix-Antoine Tshisekedi a trouvée? Donc, comparons les choses comparables. Parce que je sais que vous pouvez me sortir, même si je vous dis, il y a tel exemple qu'on a fait, il y a telle chose qu'on a construite, vous allez me dire, oui, mais à tel endroit, il y a des enfants qui s'assoient par terre sur des briques. Oui, mais c'est ça, le travail que le président Félix-Antoine Tshisekedi est en train de faire. C'est de dire, OK, là-bas, il manque des choses, très bien. On va s'en occuper au plan local, il y a quand même des gouvernements provinciaux, mais nous devons concevoir une politique d'ensemble pour qu'aucun enfant congolais ne soit en reste, où qu'il se trouve, même s'il est à Kabeya-Kamwanga, même s'il est à Msokantanda. Il faut que partout où se trouve un enfant congolais, la politique générale du gouvernement puisse le toucher au bon moment, avec la bonne thérapie. Professeur Kassongo, nous n'avons pas eu le temps d'échanger avec vous en tant que porte-parole du chef de l'État. Il y a 3 grands points pour mettre un terme à ces échanges. Par exemple, cette question de dissolution. On veut maintenant l'entendre de votre bouche. Le président n'a pas fait allusion qu'il allait dissoudre. Il a même dit le contraire. Il a dit qu'il ne veut pas. Mais pourquoi ce remis-ménage? Pourquoi ça a été mal interprété? Il ne veut pas faire allusion à la dissolution dans sa bouche? Non. Le président, il dit ce qu'il pense. Il a dit qu'il n'est pas dans ses intentions de dissoudre le Parlement. Il l'a dit à Londres, j'étais dans la salle. Mais il a aussi dit attention à ceux qui jouent à la provocation. Parce que si vous me poussez à y arriver, j'y arriverai. Est-ce qu'il en a les droits? Il en a la capacité? Je crois que la Constitution de la République démocratique du Congo... Parce qu'il faut qu'il y ait une crise entre le gouvernement et l'Assemblée nationale. Je crois que les éléments de crise, vous êtes en train de voir comment on est en train de les monter de toutes pièces. Non, le président a le droit. C'est la Constitution qui lui donne ce droit. C'est vrai, il y a des conditions pour que lui puisse prononcer cette dissolution. Constater et puis prononcer. Il y a des conditions. Mais il l'a dit, faites-lui confiance. Il n'a pas l'intention de dissoudre le Parlement. Pourquoi vous lui prêtez une intention qu'il n'a pas? Beaucoup pensent qu'il est temps parce qu'on ne l'aide pas, on écorche sa vision, il n'avance pas, il y a une certaine lenteur. Il y a des wagons qui font traîner l'élan du train. Qu'est-ce que vous en pensez? C'est une évidence. C'est une évidence. Mais le président est le président de tout le monde. Il a dit, dans la mesure du possible, je vais ramener l'ensemble du train. Vous savez, il y a
dans le temps, j'écoutais un homme de Dieu, enfin encore que nous le sommes tous un peu, qui disait, mais vous savez, moi quand je reçois un groupe avec lequel je travaille, j'aimerais que celui qui court comme Carl Lewis, grand champion américain, et celui qui court comme Kungwa, vous n'étiez peut-être pas encore né à l'époque, c'est une petite qui est sortie dernière, je crois, en Espagne. Oui, Jeux de Barcelone. Voilà. Bon, elle est arrivée Jeux Olympiques de Barcelone. dernière, après 2 heures, avec des chaussures complètement déchiquetées. Mais elle a terminé cette course. Vous voyez, un responsable, c'est ça. Il s'occupe de Carl Lewis, puisqu'il y a des Carl Lewis, mais il doit s'occuper aussi des Kongwa, parce qu'il y a beaucoup plus de Kongwa que de Carl Lewis. Et c'est ça, la responsabilité du président de la République. Il ne peut pas laisser sur le bord de la route ceux qui n'ont pas la capacité. Il doit les guider, il doit leur donner la possibilité, eux aussi, de devenir, comme on dit souvent chez nous, quelqu'un. Professeur, c'est déjà la fin. Qu'est-ce que nous pouvons retenir de votre passage dans ce numéro de Deadline? Nous savons que nous aurons encore une nouvelle occasion de nous retrouver. Vous savez très bien que je réponds présent. C'est vrai que peut-être les Congolais aimeraient que je sois... Que je sois... Mais nazo sala nini? Turo Oloba. Mais nazo loba parce que batu bazako comprendre malamute musala oyo mukonzi azako sala. Wana eza effectivement musala na ngai. Mais au moni hein, ceux qui ont le bin maçon tonga ndako. Mais au PCA moyen, il y a un échafaudage malamute. Donc, on a beaucoup plus de temps que prévu. Donc, total la caca, ici, quand on a awa autolobby, budget aussi ko salemati. C'est une vérité peut-être que vous avez bakate. Ngai na service au yangai, nous n'étions pas budgétisés. Donc, vous avez makoki au sa musala au malam. Tozala qui budgétisé té. Maintenant awa. Bah, PC budget, total en dingue to fonctionner. Ce qui quand to fonctionner modèle au yakalawana, on a dit ah non, donc awa, moi mon boulot est ali. Mais koboa que les montuli banka pas mbaté, mituna bosa journaliste. Mituna. Lo lenge kani service ya tata oyo et fonctionnaka. Na kosuka kaka wana parce que zeli kambo etali ba service ya présidence, je ne peux pas me permettre ya kentoko poata yango libanda kaka biso moko na ba réunion tokotala ndenge nini bakosalisa po musala oyo moko na moko aza abiengami aya kosala yango epa mokonzi asala yango na ndenge elongo bani. Un grand merci, professeur Kassoumou Mbayamba. C'est moi qui vous remercie. Très chers téléspectateurs, un grand merci de nous avoir suivis ce soir. Nous avons reçu pour vous le porte-parole du chef de l'État, le professeur Kassoumou Mbayamba. Avec lui, nous avons échangé sur l'actualité du chef de l'État. Vous nous avez raté ce dimanche à 22h30 sur Kin 24 Télévision. Rattrapez-vous le jeudi à 14h juste sur Kin 24 Télévision. Et suivez-nous sur toutes les plateformes numériques liées à ce programme Deadline. Quant à moi, je vous dis à la prochaine. Que Dieu vous bénisse.